En introduction, la filière de soins, c'est la description et l'analyse de la trajectoire d'un patient. Elle se fait bien entendu avec les réseaux d'urgence, les réseaux qui vont avoir une dimension plutôt locale et territoriale. Je recule un peu si tu veux. Qui vont avoir une dimension plutôt locale et territoriale, et les observatoires qui vont avoir plutôt la dimension régionale et avoir une vue macro. Et bien entendu, les professionnels de santé sont des acteurs et intervenants dans ces filières très importants. Donc la méthodologie, c'est tout d'abord évaluer un contexte dans la filière de soins. C'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on va analyser, mettre des objectifs. Ce matin on parlait par exemple de l'AVC, et c'était de dire comment augmenter notre nombre de thrombolyses dans notre région, comment augmenter notre nombre de thrombectomies. C'est de mettre en place un comité de filière. Donc si on prend la pathologie neurovasculaire, nous dans nos comités de filière on a des neurovasculaires, des médecins neurovasculaires, on a des neuroradiologues, on a des urgentistes qui sont responsables de structures d'urgence, responsables SAMU, SMUR, et c'est avec tout ce monde-là qu'on va établir les objectifs de la filière à mettre en place. Ensuite, on va faire une gradation des établissements, c'est-à-dire on va voir qui va pouvoir recevoir un AVC à thrombolyser, et dans notre région, les départements qui n'ont pas d'UNV c'est lié à leur nombre d'AVC qu'ils reçoivent, qu'ils n'ont pas d'UNV dans le Cantal ou dans la Haute-Loire. On a mis en place de la télémédecine sur ces centres-là pour leur donner un accès à la filière. Ensuite, il va falloir bien entendu décrire ces filières de soins dans le ROR et travailler sur l'homogénéisation des pratiques des professionnels. Sur chaque fois qu'on développe une filière, on a une fiche en fait réflexe pour le médecin urgentiste qui lui décrit comment il doit se comporter avec tel patient dans son territoire. Sur le neurovasculaire, ce matin, il sait, il a un arbre décisionnel qui lui permet à la fin d'arriver sur un numéro de téléphone, qui appeler et comment appeler. Il y a un travail à faire également auprès des professionnels de santé receveurs, c'est-à-dire que nous, en tant que réseau d'urgence, on a beaucoup de travail avec nos professionnels pour avoir pas de refus. C'est-à-dire que quand il reçoit le numéro de, si on prend le polytrum, le déchoqueur reçoit l'appel, il n'a pas le choix que de prendre le malade. On se préoccupe de la disponibilité des lits par la suite. Et bien entendu, pour que la filière soit complète, il faut également l'évaluer pour voir quelle est notre performance et qu'est-ce qu'on peut améliorer à chaque fois. Donc l'évaluation, c'est bien entendu une méthodologie et c'est mesurer l'écart avec les pratiques et les recommandations. C'est bien pour ça qu'on essaie d'établir des fiches réflexes pour une pathologie donnée, et l'évaluation va mesurer l'écart à cette fiche réflexe finalement quand on sort un petit peu des clous. Ces fiches, elles sont élaborées par territoire parce qu'on s'aperçoit qu'on a des territoires différents. Nous, dans notre grande région, on a des territoires qui sont ruraux, il y a des territoires montagneux et il y a des grandes villes. Donc du coup, en fait, on n'a pas tout à fait la même méthodologie en fonction des délais de transport. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, de la disponibilité des plateaux techniques. On définit des critères, on analyse les données et on fait de la rétro-information aux professionnels pour pas qu'ils se lassent, parce que remplir un registre ou travailler dans une filière, il faut que nos professionnels se sentent impliqués, et on leur rend un petit peu en leur disant voilà, vous faites plutôt mieux, c'est bien, vous avez ça ou ça à améliorer, et puis on les mesure et on est tous contents quand on s'améliore et qu'on fait mieux pour le patient. On utilise des outils du coup d'évaluation, donc il y a différentes sources de données. Donc il y a les registres qui sont une source de données qui a des avantages, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir mesurer l'évaluation de la pathologie, par exemple sur le syndrome coronarien, de l'appel SMUR, de l'appel SAMU, l'activité SMUR, ce qui se passe dans le service d'urgence, et puis après en neurovasculaire. Pareil pour d'autres filières, en fait on peut établir un cadre qu'on définit ensemble dans nos comités de filière sur le registre. Les inconvénients du registre, c'est que ça décrit bien une filière, mais le souci c'est que ça a un coût humain et un investissement des professionnels de santé qui doit être assez important pour réussir à avoir
enfin un registre suffisamment pertinent. Le RPU, donc ça c'est l'avantage du RPU, c'est que c'est une donnée automatisée qui est maîtrisée par les observatoires régionaux des urgences. Les limites du RPU, c'est que finalement on peut travailler que sur certaines variables du RPU puisqu'il est normé. Et on espère du coup avec un travail sur le RPU V3 qu'en train de faire la FEDORU, qu'on aura plus de choses pour pouvoir analyser les filières et notamment le chaînage avec les données des UHCD. Le PMSI, c'est une source de données également qui est facile à récupérer puisque c'est les DIM qui s'en occupent de la remplir, donc elle ne demande pas de travail supplémentaire non plus. Sur le PMSI, la limite en fait c'est qu'elle est un peu aveugle sur la partie préhospitalière et urgence. Les données SAMU-SMUR, on a parlé ce matin sur le résumé de régulation et les résumés d'intervention SMUR que font certaines régions au sein de la FEDORU qui permettent de faire une analyse de cette activité-là. Et l'analyse des fiches de dysfonctionnement qui va montrer, par exemple, quand un patient sort de la filière de soins, finalement, c'est un dysfonctionnement et on peut en faire cette analyse. Donc, on fait une rétro-information. Je vous ai mis tout simplement les transferts en salle de Coro en Rhône-Alpes. On s'aperçoit qu'on a 90 minutes de transfert entre le CG qualifiant et les passages de guide. C'est ce qu'on communique aux professionnels. On a 15 minutes entre un ECG qualifiant et une fibrinolyse et 1h07 après à l'arrivée du CCI. Et quand on regarde ça, nous, dans nos rétro-informations, on voit bien que ça a décliné par territoire. Parce que si on va dans les Alpes, on aura plus de fibrinolyse parce que les patients sont loin des centres de Coro. Et si vous allez dans les grandes villes comme Lyon, ils vont tous aller sur une table de Coro très rapidement. Donc c'est la rétro-information qui est faite aux professionnels et on a tendu à améliorer ça pendant quelques années. Alors je vais vous parler d'exemples d'évaluation de filières. Sur le traumatisé sévère en Auvergne-Rhône-Alpes, tout d'abord, je vous parlais tout à l'heure de gradation des centres, c'est ce qu'on a fait. Sur le traumatisé sévère, chaque établissement a été affecté à un niveau 1, 2 ou 3 en fonction de son plateau technique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec, dans notre région, 5 trauma centers niveau 1, 2 trauma centers niveau 2 et, plusieurs trauma centers niveau 3, je ne vous ai pas listé, mais il y en a beaucoup, et des centres d'urgence où on a admis de ne pas emmener de traumatisés sévères parce qu'ils n'avaient pas les prérequis. Il y a un cahier des charges pour classer les établissements qui a été établi avec les différents professionnels sur les comités de filière. Et ensuite, on a gradé nos patients avec une homogénéité des pratiques. Et on a dit à nos médecins, mettons le traumatisé sévère, il va s'appeler grade A, grade B ou grade C. En fonction de ces lésions, on ne les a pas inventées, on s'est basé sur la classification de Vittel et on a gradé nos malades. Et après, justement, une fois qu'on avait gradé nos malades et qu'on avait classifié nos centres, il n'avait plus qu'à faire un petit chaînage pour que les bons malades aillent au bon endroit. Et quand on sait que le taux de mortalité pour les grades A est de 40%, ces grades A et les grades B vont prioritairement dans les niveaux 1 et dans les niveaux 2 quand le niveau 1 est trop loin. Donc on a un maillage territorial qui était plutôt pas mal. Et pour les centres un peu éloignés, on a même mis en place des bilans d'ambiance pour déclencher un moyen héliporté et un renfort SMUR quand ils sont trop loin pour gagner du temps et amener le patient au plus vite sur un grade 1, sur un niveau 1. Et on fait l'évaluation de la filière par un registre qui tourne sur tous les SMUR de notre région et les salles de déchocage. Et ça nous permet d'évaluer un petit peu la mortalité de nos patients. Enfin, je vous ai mis que la mortalité. Alors, ceux des ISS supérieurs à 16, c'est un score de gravité qui est calculé dans les déchocages. Et on voit que sur les ISS supérieurs à 16, on a 13% et 12% de mortalité. Alors, on ne peut pas se comparer à d'autres régions ou sur ce qui se passe en France parce que c'est pas décrit, mais quand on se compare à l'international, on est plutôt pas mal. Et sachant que, ce que je vous disais tout à l'heure, les grades A meurent à 40% en fait. Je vais vous parler maintenant de Midi-Pyrénées qui a fait un travail sur les indicateurs de pratique des syndromes coronariens ST+, avec une étude prospective, multidisciplinaire, multicentrique, avec une analyse sur
sur le SMUR, sur les SMUR avec le résumé de passage, le résumé d'activité SMUR, et sur les registres, il y avait un registre qui faisait la suite au niveau des services d'urgence et de cardiologie, ce qui vous permet de décrire une activité et le passage des syndromes coronariens. On s'aperçoit qu'il y en a 446 qui sont pris en charge par les SMUR et 249 qui arrivent quand même sur les portes d'urgence. On peut décrire cette activité en disant quels sont les types d'infarctus recensés et de décrire également les stratégies thérapeutiques qui ont été faites. Et tout ça, bien entendu, encore en s'appuyant sur des indicateurs de bonne pratique de l'HAS. En grand test, une évaluation sur l'AVC a été faite. Celle-ci comparait le flux RPU et les données PMSI et montrait en fait, c'est la colonne jaune, le flux RPU, et la colonne bleue, les données PMSI. Ça montrait qu'il y a un peu moins de diagnostic d'AVC dans les services d'urgence, mais c'est lié au fait que c'est plus facile a posteriori de faire un diagnostic d'AVC, donc on en fait forcément plus dans le PMSI. Et l'intérêt, c'était de comparer les sources de données. En Aquitaine, un travail qui a comparé les registres versus les RPU, et la complexité de ça, c'était de voir que la comparaison entre un registre et un RPU, c'est comparer des choux et des carottes, c'est pas très comparable, parce que finalement dans un registre on a mis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a mis des objectifs très clairs, et dans notre RPU on va avoir d'autres données. Par exemple, sur le syndrome coronarien, souvent les registres, c'est le syndrome coronarien inférieur à 12 heures. Sur le RPU, on n'aura pas ça. Donc on le voit bien, dans la banque de données au RU, il y a plus de syndrome coronarien que dans la banque de données registres. Donc les comparaisons parfois peuvent être difficiles. Pour conclure, donc il n'y a pas d'évaluation sans homogénéisation des pratiques, c'est primordial. Qu'on fasse tous la même chose. Il faut un engagement des acteurs de terrain très important, avec des réseaux d'urgence, des observatoires, qu'on travaille tous pour améliorer le parcours du patient. Et il y a un réel impact médico-économique, moins de transferts secondaires, durée de séjour réduite, diminution de l'handicap pour l'AVC, diminution de la mortalité dans le traumatisé sévère. Donc c'est un enjeu primordial. Merci de votre attention.